Good afternoon, everybody, and welcome to panel 5 of this quite interesting day we've had so far, have we not, with some very rich discussions about the relationship of Africa with the future, essentially, and how Africa's going to tackle the future. Today we're looking at healthcare this afternoon. My name is Sue Bird. I'm director of a UK-based charity called Mbedza. We fight poverty in Malawi. We're just setting up an office in Belgium as well. And I have a background with the European Commission as well. I had a long career there. So based in Brussels for quite some time. Thank you very much to our facilitator that we have introductions to our distinguished panel of guests this afternoon. And I'd like to plunge in by talking a little bit about the position of healthcare in Africa, where we are with healthcare in Africa at the moment. And we've been talking earlier about fostering new forms of investment in African economies. And of course, if we're talking about health, health is one of the basic needs. If you think about Maslow's pyramid, and Maslow's pyramid of needs, then health really is very important. And it's not traditionally, even in developed parts of the world, been a focus of private sector investment, apart from in particular sectors associated with health. So I'm wondering how we're going to be looking at future models of health in Africa, and particularly from a financing perspective, but also more broadly in terms of innovation. And that's when now I turn to our speech that we've just heard from Dr. Abouraoui, and particularly his interest in telemedicine. And we heard the story of the drones, and very importantly, telemedicine and drones bridge infrastructure gaps. So if there's no railways, there's no airports, there's no roads, or very few, then these even AI and internet-based solutions do provide an opportunity. So shall we turn to that first of all? Let's think about, if we're talking about innovation, if we're talking about new ways of doing health, including financing in Africa, can I ask the panel, and maybe without concentrating on anyone in particular, maybe I start at the far end here and ask Mr. Bass, Dr. Bass, if you would comment, please, on the use of new technologies in health in Africa for the future. Thank you. Thank you very much. Allow me to speak in French. Je l'ai dit ce matin, la Fondation Brazzaville porte parmi ses priorités, ses préoccupations, la santé. Pour parler de la santé, permettez-moi de faire un petit rappel historique, panafricain. En 63, mai 63, se réunissent les 34 chefs d'État et de gouvernement qui étaient indépendants à l'époque pour fonder l'OUA. Et à l'époque, il y avait 3, parmi les nombreuses priorités qui avaient été identifiées, il y avait 3 qui ressortaient en tête. La première, c'est l'éducation. La deuxième, c'est comment nourrir l'Africain par l'Africain lui-même, l'agriculture. Et la troisième, c'est la santé à l'époque, avec la mortalité féminine en couche. Et c'est important qu'on cite ça parce que quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2015, l'Afrique prend un autre acte majeur qui est l'agenda 63, c'est-à-dire l'agenda 2063. Il y a 1963, l'agenda 63, 100 ans après, si on devait faire un bilan, que serait-il? Et en construisant, en élaborant ce plan agenda 2063, reviennent comme priorité les 3 que je viens de citer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une constance et que l'Afrique doit, moyennant
le bémol de la croissance démographique, mais l'Afrique a toujours comme permanente cette question de la santé au cœur de ses préoccupations. Et où en sommes-nous? On va dire quelques actes majeurs que l'Afrique prend au-delà de ce que je viens de dire. Mais il y a eu, je crois que c'était 2014, une conférence à Addis Abeba qui a donné naissance à quelque chose qu'on appelle Addis Abeba Agenda. Cette Addis Abeba Agenda stipule la chose suivante. Et M. Ba l'a dit tout à l'heure, pour que quelque chose soit durable, il fallait que cette question fondamentale de financement de la santé africaine soit prise en majoritairement assumée par les États africains eux-mêmes. Ça, c'est la recommandation numéro 1 de l'agenda d'Addis Abeba à l'époque. Et ensuite, il y a eu la déclaration d'Abuja, 2001. La déclaration d'Abuja, elle va encore donner des objectifs plus chiffrés, mais plus ambitieux et plus structurants. Qu'est-ce qu'ils disent, ces objectifs majeurs et structurants? Qu'il fallait que chaque État africain réserve dans ses dépenses publiques 5% de son PIB annuel. En ce qui s'agit des dépenses publiques, il fallait que nos États consacrent 15% de leurs dépenses publiques à la santé publique. Eh bien, il y a eu une étude qui a été faite qui a observé quoi? 10 ans, 2011, 2023. Cette observation de ces 10 ans font état de quoi? Que seul un État africain a pu atteindre les 15% de préconisation de la déclaration d'Abuja, à savoir l'Afrique du Sud. C'est important. Mais c'est encore plus important si on creusait à l'intérieur de cette question de financement de la santé en Afrique. Eh bien, on s'aperçoit de quoi? Et ça va faire écho par rapport à ce qui est dit depuis ce matin, avec le désengagement d'une approche multilatérale. Eh bien, quand on regarde à l'intérieur de la structure de financement, on observe, en fait, il y a 3 items. Le financement par le public, par l'État, le financement par ce qui est appelé là-bas les partenaires techniques et financiers, et le financement de ce qui sort de nos pochettes, out of our pockets. Eh bien, on observe là-dedans que non seulement la déclaration d'Abuja, on en était très loin, puisque 50% des États ont plutôt décru, c'est-à-dire ils ont plutôt décroché, alors même que quand on observe leur propre budget pendant cette décennie, les budgets nationaux ont plutôt augmenté. Eh bien, à l'intérieur de ça, ce que je voulais dire, c'est la part qui était de plus en plus prépondérante de ce qu'on appelle les partenaires techniques et financiers. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque ces gens se désengagent, catastrophe nationale. On a quelques observations, je ne sais pas si vous suivez ça, l'actualité africaine depuis cette espèce de désengagement international. Il y a quelques pays où c'est une panique sur quelques programmes majeurs de santé. Le programme sur le sida, le programme sur la malaria, le paludisme, et ainsi de suite. Nous avons eu, monsieur le président de la Fondation Brazzaville et moi-même, avons été alertés sur un pays qu'on ne va pas citer, où le programme était assis sur une aide sur l'USAID à plus de 90%. C'est-à-dire qu'à l'approche de ce qu'on appelle là-bas la saison des pluies, on donne des moustiquaires imprégnés à des populations vulnérables. Et ça sauve des vies, notamment des vies d'enfants. Et bien voilà que quand l'USAID se désengage, eh bien ces pays-là se retrouvent exsangues et on en est à presque fermer le programme national. Voilà la situation que je... Merci beaucoup. Thank you very much. And we've heard there quite clearly that in certain circumstances, then
There can be greater targets put in place for aid funding to be available for health. But then on the other hand, as we heard latterly, and which we know very well, the announcements by the US government, which have now very much put pressure on aid budgets. Let's turn to, we've looked at the global a little bit, the strategic, the conceptual. The high level issues. Let's focus perhaps on the local level a little bit now, and take a look at, again, coming back to the future and maybe the use of new technologies that we heard about in the speech, in the opening speech. Dr. Path, how do we see that working out in practice in terms of seeing local developments of medical facilities in different parts of Africa and the integration of new technologies? How do you see that evolving going forward from your perspective and your experience? Yes, thank you very much. I don't know how to speak in Spanish or speak in English or French, but I will do this in English. I studied medicine in Brussels. 7 years of my time, I had scholarship from Bolivia. I was supposed to be a priest, and then I didn't do very well, so they sent me to the medical school here with Abbé de Mal nearby at Woluwe Saint-Pierre. Since then, Bolivia, I came back to Bolivia, and we had polio at that time, so that was in about 1980 when I came back. And when I see Africa, we still have polio like 50 years later. My thinking is that the technological divide, the South-South cooperation, the opportunities of using health as a peace bridge. When I hear you with these high-level problems of violence, economical development, human rights, and you name it, what we listen today, health has been always, as education, two important bridge for peace. And I think this is an opportunity for NGOs, for governments, for agencies, for corporations and institutions, foundations, to use that vehicle. Now, when we use that vehicle, what are we going to do about technology, for example, the case? I think I work in Sanofi Pasteur as a director of research and epidemiology for new vaccine introduction. And this was the opportunity to see how Africa, as we did in Mexico and Argentina, creating those big factories for COVID-19, you see now Africa, with the CDC Africa and a friend of mine, the new director of CDC Africa, we were UNICEF before, all together. And I talked to him and said, well, we have to do an Africa CDC factories so we can have our own vaccines. Okay, that's a very good point. Peru, I was talking to a Peru team today, they don't buy vaccines in the last 50 years. They start having their own vaccines or they have their own budgets to buy it. So Africa, in this South-South cooperation, the line to put money in the budgets, this is a way to go. In Bolivia, in Peru, we use the technology to do even our own basic rabies vaccine or have our, polio introduction of new vaccines. So I think what Mahmoud said in Chorus, we are trying to see how we can, let's say, realign, rethink, and reinventing. AI is probably a good way, but we just heard from the MIT doctor. I think we are doing in DRC, where I'm based, a project on preeclampsia detection and macronutrient deficiencies with engineers from the University of Huele. Do you know where is Huele? Raise your hand. From DRC. Do you have any DRC? I know there's a DRC folks here. Well, you go to the map and you see University of Huele,
And in Chorus, we are partnering with this university where they have developers and engineers, and they have doctors. And we are submitting a grand challenge this morning to the Gates Foundation on using algorithms to prevent preeclampsia in those settings. So this is, for example, examples. We can do more of that. We can use this for education, for telemedicine, for vaccine development, for clinical trials. Africa is a continent of great minds. I am telling you, in surprise, seeing those doctors and those engineers in Welle. So this will be more or less my big thought about technology in vaccines, in education, as a bridge for peace. So those are general comments that probably high-level decision makers can probably encourage us also to follow their guidance and your discussions how we can help. Thank you very much, Dr. Pat. Perhaps if I could turn to Thierry Amougou, and who is a distinguished professor from the University of Louvain, where you work on economics, sociology, and politics, I understand. Yeah, maybe it was mentioned by Dr. Path, touched on, and that is having the workers, having the doctors, having the medical professionals available to undertake the work necessary to fulfill the health needs that there are in Africa requires education and training. And from an economic development perspective, how do we ensure that, particularly where we're talking about new technologies that we've referred to and the educational and professional development needs around new technologies, how do we ensure that happens from a macroeconomic perspective in our African countries? First of all, thank you. I will speak in French. I'm most fluent in French than English, so I will continue in French. And I have a little document for you. So I will start here with your permission. Alors, ce que je voulais vous dire, vous m'entendez? OK. Ce que je voulais vous dire pour entrer en plein dans le thème, c'est que je l'ai intitulé ici, mon intervention, hein, pour une industrie souveraine et soutenable du soin en Afrique au XXIe siècle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le constat de départ est celui-ci. Si nous voulons construire un nouveau monde, il ne nous faut pas rester dans l'ancien. On ne peut pas construire le nouveau avec de l'ancien. Il faut donc inventer de nouvelles choses. Par exemple, ici, il serait intéressant, bien que nous nous exprimions en français et en anglais, qu'un jour on puisse faire de telles conférences dans une langue africaine et qu'on voit aussi des Occidentaux apprendre ces langues et faire un effort de compréhension. Parce que la culture soigne aussi. Il serait intéressant que le développement ne soit pas un simple processus mimétique, aliénant, tel qu'il est actuellement, parce qu'un mauvais développement donne des maladies. Il serait intéressant que l'économie ne soit pas omniprésente, omnisciente, et je suis professeur d'économie, au point où l'économie aujourd'hui bouffe la politique et que la politique devienne l'économie. Ça serait également un pas vers la santé du monde. Et il serait aussi très intéressant que nous habitions différemment le monde. Parce que nous habitons mal le monde, et aujourd'hui, ce monde réagit sur nous par des maladies qui nous rendent malades. Donc, bien habiter le monde est également donc, du soin. Alors, je me suis dit, on a traversé une période, c'était la période du Covid, et j'ai profité de cette période pour publier cet ouvrage, à partir duquel j'ai fait un ensemble de constats. Le premier constat, c'est que l'ancien monde duquel nous devons sortir, à savoir le monde néolibéralisé, a tout simplement délabré tous les systèmes de santé. On l'a constaté avec le Covid. On a constaté le retour de l'importance de la souveraineté, parce que de nombreuses sociétés sont retrouvées sans masque, sans réactifs, sans capacité de faire des vaccins. Ça veut dire que la mondialisation dans laquelle nous étions, et qui nous avait dit qu'il suffisait de maîtriser les flux pour construire sa souveraineté, tout simplement était battue en brèche. Il fallait à nouveau avoir des stocks capacitaires pour répondre immédiatement aux problèmes qui se posaient au niveau de la santé. Donc, cette mondialisation a été battue en brèche pour montrer aux sociétés que tout n'était pas dans la délocalisation, dans la maîtrise des flux internationaux. Il fallait de nouveau construire des stocks. Donc, une nouvelle redéfinition de la souveraineté sur le plan de la santé. Constat numéro 3,
Le vaccin contre le Covid-19, ils se sont dirigés vers où? Ils se sont dirigés vers des sociétés solvables, c'est-à-dire qui avaient la capacité d'en payer le prix. Les vaccins ne sont pas dirigés n'importe où. Donc tout le monde n'a pas eu le cas, la possibilité de se soigner avec ces vaccins, notamment l'Afrique. Donc ça doit nous renseigner aussi sur l'ancien monde duquel il faut sortir. Autre constat, c'est que le néolibéralisme dans lequel nous sommes et qui s'est mondialisé, mais il contredit l'esprit de Philadelphie. 1944, il y a la conférence de Philadelphie qui se tient et qui essaye de tirer les conséquences de tous les désastres de la Deuxième Guerre mondiale et qui met en place un ensemble de règles suivant lesquelles on doit avoir la justice et on doit avoir les droits de l'homme au-dessus des objectifs économiques. Aujourd'hui, la pandémie Covid-19 nous a montré qu'on était dans un monde inverse. C'était plutôt l'économie qui était au-dessus de la justice et des droits de l'homme. Alors, qu'en est-il de ce constat par rapport à l'Afrique? Oui. Suivant. À l'Afrique, on a constaté quelque chose de très important. On a constaté qu'en Afrique, le réflexe du soin était resté intact. Le réflexe de soigner était resté intact. Alors que ce que j'appelle dans mon ouvrage la société pandémique moderne avait pour objectif plus de sécuriser que de soigner. On n'a soigné personne en Occident, on a sécurisé. Alors, il est important de garder le réflexe du soin, parce que la société pandémique moderne est une société qui a mis les corps à distance et qui a géré de façon extrêmement étroite le corps par les vaccins, mais qui n'a pas cherché à soigner, mais à sécuriser. Donc, soigner l'Afrique, c'est d'abord garder le réflexe du soin qu'à garder l'Afrique. Autre dimension très importante que j'ai constatée concernant l'Afrique, c'est que cette Afrique qui n'a pas eu droit au vaccin, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a retrouvé sa pharmacie où? Au village. La pharmacie de l'Afrique s'est retrouvée dans la forêt africaine, avec nos écorces, avec nos racines, avec nos feuilles, avec justement tout ce qui constitue la pharmacopée africaine. C'est avec ça que l'Afrique a cherché à se soigner. Ça veut dire que là, il y a un trésor inestimable que la science doit attaquer, que la coopération scientifique doit attaquer pour permettre à l'Afrique d'avoir des médicaments endogènes, capables de construire sa souveraineté sur le plan de la santé. On a aussi constaté, par rapport au blé qui venait d'Ukraine, la guerre en Ukraine avait bloqué, on n'arrivait plus à avoir du pain en Afrique, le prix du pain avait augmenté. Qu'est-ce que les Africains ont fait? La boulangerie de l'Afrique s'est retrouvée au village. On se souvient, on produit du maïs, on produit du manioc, on produit des patates, donc on peut faire de la farine avec. Et n'oubliez pas que bien manger, c'est aussi bien se soigner. Donc, construire une souveraineté sur le plan de la santé en Afrique, c'est aussi favoriser cette agriculture naturelle qui permet aux Africains non seulement de bien manger et d'être en santé, mais aussi de vivre en respect avec l'environnement. C'est lorsque nous exerçons des pressions sur l'environnement que celui-ci réagit et nous rend aussi malades. Donc, ça, c'est aussi un endroit dans lequel il faut investir en Afrique pour construire une souveraineté au niveau de la santé en Afrique. Et puis donc, il y a la dimension de l'esprit. Le corps et l'esprit font la même chose. On s'est rendu compte pendant le Covid-19 que les Africains ne cessaient de remplir les églises, alors qu'il fallait le social distancing. Et on s'est rendu compte, même lorsque certains vaccins sont arrivés, que les Africains ne faisaient pas confiance aux vaccins occidentaux. Parce que de nombreuses théories aujourd'hui disent que la population africaine entraîne le réchauffement climatique, dont les Africains étaient soupçonneux par rapport à ces vaccins. Ils disaient, ces vaccins sont là pour nous stériliser. Ça veut dire que pour se soigner, et pour bien se soigner, il faut déjà de la confiance, et il faut soigner à la fois l'esprit et le corps. Les corps ne se soignent pas sans l'esprit. Et qu'un système de santé en Afrique, c'est aussi tenir compte des spiritualités africaines, pas seulement modernes, mais aussi traditionnelles, et de rétablir la confiance qui existe, qui devrait exister entre l'Afrique et l'Occident par rapport aux médicaments qui viennent d'Occident. Alors, quelle conclusion par rapport à ce nouveau monde que nous devons créer? Nous devons créer un nouveau monde qui est donc basé sur le fait que nous devons avoir une industrie souveraine et soutenable du soin en Afrique au XXIe siècle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons insister sur la souveraineté sanitaire, une souveraineté relative. Le Covid-19 nous a montré encore que ceux qui n'avaient pas les capacités de réaction rapide et des stocks capacitaires ont eu beaucoup de problèmes. Donc, de nouveau aujourd'hui, la souveraineté sanitaire relative est importante.
Et elle doit avoir pour base anthropologique locale la forêt, le village, les spiritualités africaines. Bien sûr, tout ça entrera en coopération avec la science, avec l'Occident, avec la Chine. Et le modèle que je vous propose est donc celui-ci. C'est quoi une industrie souveraine et soutenable du soin en Afrique? Ça veut dire que l'Afrique doit avoir une base du soin qu'elle maîtrise et qui fait partie de la civilisation matérielle et spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la pharmacie, la forêt, toute la pharmacopée traditionnelle. Ça veut dire la boulangerie, le village, toute l'agriculture. Ça veut dire les spiritualités. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons construire cette première strate avec la coopération avec l'intelligence artificielle. On vous a parlé aujourd'hui des drones en Afrique qui livrent des médicaments, des drones en Afrique qui renseignent sur les populations qui sont mal localisées. On vous parle aujourd'hui en Afrique des drones qui servent dans le champ de l'agriculture. Donc on doit avoir une coopération entre ces bases traditionnelles qui vont construire la souveraineté en coopération avec l'intelligence artificielle, en coopération avec la coopération scientifique, Nord-Sud, Afrique-Occident, Afrique-Chine, Afrique-Russie, pour non seulement innover à partir de nos villages, de nos pharmacopées traditionnelles, sans oublier d'importer les médicaments qui nous sont importants, mais avoir une base endogène à travers cette coopération scientifique. Et puis, garder le réflexe du soin. Hein? Le réflexe du soin, c'est chercher à soigner les populations et non à sécuriser. Nous sommes dans une économie de la santé où plus les hommes sont malades, plus l'économie se porte bien. Parce qu'on a perdu le réflexe du soin. La santé est devenue un produit économique à rentabiliser. Or, c'est aujourd'hui l'Afrique qui nous montre que le réflexe du soin est fondamental et qu'on doit exclure la santé du domaine des biens économiques purs. La santé n'est pas un bien économique pur. Donc, ce modèle doit nous sortir de l'ancien monde et aller vers cela. Et là, on pourra donc avoir une industrie souveraine et soutenable de la santé en Afrique. Et je conclus avec donc ceci, hein, avoir une industrie du soin incarnée. Une industrie du soin désincarnée ne peut pas soigner les populations qui se trouvent désincarnées. Hein? Donc, il faut soigner les gens avec ce qui fait sens aussi. Ça soigne aussi les gens. Vous avez sorti la santé du rang de pure marchandise. Karl Marx nous disait déjà dans Le Capital, ceux qui l'ont lu, le capitalisme a tendance à tout transformer en marchandise. La santé peut être une marchandise, mais ce n'est pas une marchandise au sens de bien économique pur, tel qu'on entend en économie. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ancien monde où la santé est un bien économique pur et où les vaccins vont aller vers ceux qui peuvent les acheter. C'est pourquoi construire une souveraineté relative est important pour le continent. Autre point, c'est profiter des innovations de l'intelligence artificielle, de la coopération de la recherche scientifique entre l'Afrique, l'Occident, la Chine, la Russie, pour transformer scientifiquement cette pharmacopée traditionnelle, fabriquer de nouveaux médicaments et permettre à l'Afrique d'avoir cette base-là et permettre à la masse des Africains d'avoir accès aux médicaments à des prix abordables. C'est extrêmement important. Si l'Afrique maîtrise cela, c'est extrêmement important. Et enfin, je voulais vous dire que se soigner, c'est à la fois soigner notre économie pour qu'elle cesse d'être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est soigner notre développement pour qu'il ne soit pas un mimétisme de l'Occident partout ailleurs, c'est soigner la terre sur laquelle nous vivons pour qu'elle ne réagisse pas sur nous en nous donnant des maladies, c'est aussi soigner nos esprits. C'est à partir de là qu'on pourra donc construire un nouveau monde et un nouveau modèle de soins soutenable et souverain pour le continent africain. Merci. Merci beaucoup, Professor Amougou. The professor raised another important point for our session this afternoon, and that is the influence linked to the local level of tribal leaders, shall we say, tribal leaders, traditional medicines, local solutions. And then he quite clearly linked it to possibly higher-level international solutions associated with innovation, and then also linked it at the beginning to the implications of the pandemic in that context as well. So I wonder if I could turn to Dr. Bass and ask if you could comment on that particular point of the interaction at the local level between what we may see emerging in terms of new technologies to take our health sector to the future, but at the same time needing to interact with and accompany what remains, which clearly is still substantial in certain areas,
of local, tribal, traditional remedies in the health sector? Thank you very much. Merci beaucoup. C'est une très très bonne question, d'autant plus qu'elle elle entre en droite ligne de ce que la Fondation Brazzaville croit sur le terrain et en dehors du terrain. Et je m'en vais m'expliquer. Nous sommes convaincus, par exemple, sur notre champ de bataille qui est la lutte contre la prolifération des faux médicaments, l'une des meilleures approches pour répondre à cette espèce de pieuvre, c'est d'aborder la question en termes de pieuvre, en termes de réponse de pieuvre de manière systémique. Ça veut dire quoi? Et quand vous regardez techniquement sur le terrain, qu'est-ce qui vous manque? La donnée, l'information fiable, pour pouvoir modéliser des réponses qui soient des outils d'aide à la décision. Si bien que ce qu'elle fait la Fondation Brazzaville, c'est qu'elle est en train de créer une chaire universitaire sur la question fondamentale qui est que on a découvert qu'il y avait une intelligence artificielle qui est développée sur comment reconnaître le faux dans l'industrie de la mode, le faux de l'authentique, et la même chose a été appliquée dans l'industrie de l'art, si bien que nous sommes en train d'amener cette affaire vers comment est-ce qu'on reconnaît le médicament authentique versus le médicament faux. Mais il ne s'agit pas de faire seulement ça. Il s'agit de nous assurer que concrètement sur le terrain, on va pouvoir former 100% d'Africains pour pouvoir assurer le transfert du savoir et du savoir-faire, pour pouvoir assurer quelque chose qui est lié à la donnée, qui est la connaissance de la naissance, de la résurgence des épidémies, de leur parcours, de leur circulation, de leur naissance jusqu'à leur extinction, quelles sont les ramifications sur la santé humaine, sur la santé économique, et ainsi de suite, si bien que, puisque nous avons vu, vous avez cité, professeur, la pandémie de Covid 2019, mais il y a eu aussi les crises qui sont exogènes à l'Afrique, qui viennent impacter fondamentalement, l'Ukraine en étant, qui viennent impacter fondamentalement la structuration de nos systèmes de santé. Donc c'est important d'amener un peu de la donnée là-dedans, d'amener un peu de la parole autorisée scientifiquement, académiquement, pour pouvoir aider, mettre en place des processus d'aide à la décision de nos pouvoirs publics. Thank you very much, Dr. Bass. That brought out a further important point that we should take account of, and that is the need for proper data management, for proper information collection, particularly in relation to pandemics, shall we say, that clearly at the international level, when pandemics move from country to country, quite easily, as we know, in relation to African countries in particular, maybe there's a need for investment in upgraded data management, which would be applicable to the African context specifically. So thank you very much for raising that point. Can I now turn to Dr. Paz again? And I'd like to change the subject a little bit, but still within the ambit of what we have in front of us this afternoon, and that is I wanted to ask you about public-private partnerships. We know that, for instance, in Rwanda, the German company BioNTech have invested in a vaccine facility which will provide vaccinations adapted to the local African context. And I wonder, Dr. Path, do you have examples as well in this difficult national and international financial context? Do you have examples yourself of public-private partnerships that you can point to? Sure. Hi. Just before I give these examples, je vais changer au français, comme ça je n'oublie pas mes époques à Bruxelles. Et il faut penser, quand on parle de public-private partnerships, les réalignements, rethinking, reinventing, non? Mais c'est un peu comme, c'est ce qu'on appelle dans le gouvernement américain maintenant. On doit devenir plus fort, on doit être plus sécurisé, plus prospérer au plus fort, non? Donc, quand tu vois la possibilité d'avoir des public-private partnerships à Corus et on réfléchit quel modèle
quel modèle existe. Donc, il y a beaucoup d'opportunités. Par exemple, toutes les compagnies de téléphone. Je parlais avec quelqu'un ici avec Vodacom. J'ai vécu au Madagascar 4 ans, 5 ans, on a fait tout un projet avec Digicel pour pouvoir avoir tous les certificats de naissance digitalisés ou les SMS pour les paiements des différentes prestations de fonds dans les fonds reculés de Madagascar. Donc, par exemple, tous les secteurs de la télécommunication, je crois que c'est très intéressant. Il y a eu tous les exemples aussi de Seaplane, par exemple, pour le transport des vaccins. Et on a vu qu'en Afrique, si on développe plus de drones, on peut avoir la tuberculose couverte avec les échantillons qui vont de gauche à droite. On peut avoir des laboratoires. On a fait ça à Madagascar, il y a les Seaplane à Kenya, etc. Je crois qu'il y a des exemples de microfinances qui ont été évoqués aujourd'hui. Je crois que les microfinances, la décentralisation, les fonds, les empreintes qu'on fait, ajoutées à une assurance de base, ça pourrait être soit avec les banques, soit, il y avait une dame qui a parlé de ce mécanisme. Donc ça, ce sont des aspects, je crois qu'on peut répondre. Je crois que il y a aussi beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On a un panel, etc. C'est vrai que le secteur privé peut jouer, on peut partager. Il y a beaucoup de compagnies maintenant qui veulent faire les données, les aspects des données. Et je finalise que finalement, si on peut mettre dans le ministère de la technologie, dans le ministère de la santé, des partenariats pour soit parler des aspects des privés, publics, le développement des technologies appropriées et tous ces aspects dans le budget national, certains qu'on peut se débarrasser un peu des problèmes que nous avons maintenant avec USAID ou pas des USAID. Il faut être, pour finaliser, l'espoir. Quelqu'un parlait de l'espoir ce matin, Monsieur l'ambassadeur, je crois, et vous nous dites que vous êtes optimiste. Je crois qu'on peut être optimiste. On n'a pas besoin nécessairement des USAID. La Bolivie, ça fait 20 ans qu'on n'a pas des USAID. Hein? Et on était un des pays les plus pauvres d'Amérique latine. Hein? Et on a dû se débarrasser parce qu'on a eu du pétrole, on a eu du gaz, bon, on a pu payer nos assurances et les insurance systems et tout ça. Mais c'est pour vous donner un exemple qu'il y a moyen de s'en sortir. Il faut simplement s'organiser. Le Pérou, comme je vous disais, on n'achète plus de vaccins par la donation, ça fait 40 ans, et ainsi de suite. Donc, l'espoir entre la technologie, le savoir-faire, le travail économique qu'il y a des experts en développement, je crois qu'on a droit à être positif malgré tous ces problèmes qu'on entend avec les USAID, etc., etc. Merci. Thank you very much. I'm going to now, because we're running towards the end of our timing schedule for this afternoon, for this session, what I would like to do is to open the floor for any questions you would have for the panel here, and particularly since Professor Amugu has not had the chance for a second, because I haven't given him a second chance to say something just yet. Maybe if you have questions for him, if you remember, he gave his very short presentation on the relationship between the international and the local, and particularly in terms of local solutions, local medical solutions, as opposed to international medical solutions. Yes, there's a gentleman there who's got a question. Could a microphone be made available, please, to the gentleman? This one? Yeah. I'll bring it back, I promise. Thank you. Yes, good afternoon. So my name is Mayanam Poe. I'm a strategy consultant. Professor Amugu, thank you very much for your forceful presentation. It was at the crossroad between a new proposal for somehow a new healthcare system, but at the same time, it was also a proposal for a new way or a new kind of
pharmaceutical industry. So my question is, when you have, or if you have the opportunity to discuss such questions with the high-level authorities, what is the kind of response that you have, and have you already seen signs of action upon the proposal that you've put on the table? Thank you. OK, merci pour votre question. Ce qui est fondamental pour moi, c'est bien sûr investir, financer, c'est extrêmement important. Mais en amont, la question c'est investir sur quoi et financer quoi. Ça c'est très important. Les sociétés, et le Covid-19 nous l'a montré, doivent être capables d'avoir une modernité enracinée. Ça ne veut pas dire faire fi des avancées qui ont été faites à travers le monde, mais ça veut dire avoir une base locale à partir de laquelle on va accrocher ces avancées. Si les pays sont uniquement dans une importation tous azimuts et dans une imitation tous azimuts, ils ne peuvent pas construire un système de santé souverain et soutenable. Donc c'est ça la base en fait. Ça veut dire que s'il m'arrivait de parler des actions concrètes à mettre en place, par exemple en Afrique, nous avons toute cette richesse qui vient de la pharmacopée traditionnelle. Quand je vous dis que la pharmacie de l'Afrique s'est retrouvée dans la forêt, ça veut dire que les peuples africains, exclus des vaccins, du circuit des vaccins, se sont souvenus qu'ils avaient une pharmacopée extrêmement efficace. Mais ces populations africaines qui se sont avec ces feuilles, ces racines, ces écorces, ne connaissent pas le principe actif scientifique qui soigne certaines maladies en Afrique. Moi, j'ai grandi dans un village où la malaria, nous avons des plantes en Afrique, vous buvez 2 gorgées de ces plantes-là, la malaria, elle est achevée tout de suite. Mais je ne peux pas vous dire quelle est la substance scientifique qui est dans cette plante. Donc, les Africains ont des scientifiques, ils sont en collaboration avec d'autres scientifiques à travers le monde. On peut en Afrique organiser des travaux pour qu'ils isolent ces substances actives-là et fabriquent des médicaments à partir de ces herbes, ces arbres, ces écorces d'arbres et ces racines. Et la population africaine pourra avoir un accès plus facile, parce que ça va être moins coûteux, par exemple, parce que la matière première est là. Ça ne veut pas dire renoncer aux autres médicaments qui existent, mais ça veut dire avoir déjà une base endogène. Donc, moi, j'encouragerais des actions qui vont vers ce sens-là, pour permettre à ce continent d'avoir une capacité endogène de production de médicaments, une capacité endogène donc de prodiguer des soins. Hein? Parce que mon copanéliste parlait tantôt des faux médicaments qu'il y a en Afrique. C'est un problème aussi de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que les populations se rabattent sur ce qui se vend au bord de la rue parce qu'ils n'ont pas la capacité d'acheter le bon médicament où il se vend. Vous voyez? Donc, avec ces produits locaux qui seront scientifiquement travaillés et mis dans une forme homologuée par un comité de scientifiques qu'on peut mettre en place pour valider le médicament, ces populations auraient beaucoup plus accès facilement à des médicaments valables. Vous voyez? Donc, ça, c'est une piste d'action. Et l'autre chose que je dirais aux populations, en tout cas aux décideurs africains, c'est que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est quand même malade de l'anthropocène. C'est-à-dire qu'on est entré dans un modèle économique et industriel qui a fait de nous des gens devant un mur aujourd'hui. Or, nous avons des maladies qui proviennent aussi de cet environnement-là, de ce rapport qu'on a tissé avec l'environnement. Le Covid, par exemple, des choses qui ne passaient pas de l'animal à l'homme, commence à le faire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en Afrique, il est possible de voir comment est-ce que l'Afrique habite le monde. La façon d'habiter le monde transforme ce monde en médicament ou pas. Il peut être dangereux parce qu'on est violent envers lui. Et c'est sa réaction qui nous rend malades. Donc aujourd'hui, notre agriculture traditionnelle, qui est une agriculture naturelle, est un grand médicament pour les Africains. Ça veut dire qu'ils vont manger bien des choses saines qui vont soigner leur corps et vont soigner aussi l'environnement. Donc ça, c'est une direction vers laquelle nos sociétés peuvent aussi aller. C'est pourquoi je disais, aller dans un processus mimétique de l'Occident est une mauvaise route pour nous. Parce qu'on peut faire différemment et bien. Bien sûr, en coopération avec les Occidentaux, les Chinois, les Russes. Mais en développant d'abord des capitaux locaux qui existent. Merci, monsieur le professeur. Oui. Le niveau de réception du gouvernement, ça peut être un problème. Ça peut être un grand problème parce que nos gouvernements sont, disons, extravertis dans leur façon
de penser les solutions et dans leur façon de les mettre en place. C'est-à-dire là où il faut mettre quelque chose de fondamental, ou là où ça demande du travail de fond, nos gouvernements ne sont pas souvent prêts à s'engager dans cette direction-là. Alors que je pense que c'est par là qu'on peut stabiliser la situation et permettre à ces pays-là de pouvoir bâtir quelque chose de solide. Donc, je suis d'accord avec vous, les gouvernements, je ne fais pas trop confiance à nos gouvernements, ou si le dire autrement, je pense qu'ils réagiraient négativement parce que ça demande du travail et ça demande du sérieux, ce qui n'est pas souvent la chose la mieux partagée au sein de nos gouvernements. Could we perhaps move on? There's a gentleman over there. Gentleman over there with a question. If he could have a microphone again, please. Thank you. This was for Brazzaville Foundation, the CEO. I was trying to, because I know some work has been done, you're talking about counterfeit drugs and everything in Africa, but I just kind of wanted to get a better understanding of, the progress that will be from 2025 and 2026, what's been done right now on the continent itself, and, what the goals are for the Brazzaville Foundation in the coming years. I just kind of wanted to get an understanding of that, and how can other people work alongside with you as well to kind of push this initiative. Thank you. Thank you very much, my brother from Liberia. Proud of you. La Fondation Brazzaville a lancé cette initiative qui s'appelle Initiative de Lomé en 2020, janvier 2020. Et, au départ, 6 États qui ont mandaté la Fondation, sous l'impulsion de la Fondation bien entendu, mais qui l'ont mandaté de coordonner techniquement en lien avec les partenaires scientifiques, techniques et financiers. Mais surtout le Togo comme pays pilote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on modélise, on travaille sur un modèle. Une fois que le modèle est éprouvé, eh bien, on essaie de passer à l'échelle. Entre-temps, nous sommes passés de 6 à 11. 5 ont rejoint l'aventure. Eh bien, la modélisation en collaboration, étroite collaboration avec l'OMS, mais aussi l'OAS, l'Organisation Ouest Africaine de la Santé, l'AMA, l'Agence du médicament africain, mais beaucoup d'autres, ont abouti à quelque chose qui, en novembre 2023, a consacré ce qui est convenu d'appeler maintenant le modèle de plan national de lutte contre les faux médicaments au monde, validé par l'OMS, publié par l'OMS en français et en anglais. Premier objectif atteint. L'autre chose sur laquelle nous sommes avancés, c'est dans ce modèle-là, c'est d'organiser les pays sous forme de ce qu'on appelle là-bas un comité interministériel qui regroupe tous les acteurs concernés dans un État donné, y compris des privés, y compris la presse, parce que la partie communication est très importante. Eh bien, il y a trois axes majeurs sur ce plan national de lutte contre les faux médicaments. C'est 1, le parcours du patient, 2, le circuit du médicament, et 3, c'est la communication. Mais sous le thème de communication, il y a l'accompagnement au changement des états d'esprit, de la culture, la façon de consommer la santé, médecins, pharmacie, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. Et cette communication, elle inclut la communication avec la communication communautaire, les associations de quartier, de villages, et ainsi de suite, et y compris en langue locale. Donc, pour répondre à votre question, monsieur Dr Moniba, nous sommes dans cette phase cruciale et charnière qui est que les objectifs premiers de modéliser et d'accompagner l'État pilote pour assumer son rôle de pilote sont atteints, si bien que cette année, nous n'avons pas encore la date précise, vont être lancées 2 choses. La première chose, c'est la première agence de régulation des produits pharmaceutiques conçue comme telle, avec l'aide des partenaires dont je vous ai dit, va être lancée et l'État est en train de préparer le texte, le décret
qui va être annoncé incessamment sous peu. Le deuxième, c'est un décret qui va sanctuariser pour une première fois un plan national de lutte contre les faux médicaments dûment élaboré et conçu avec tous les partenaires. Et maintenant, on passera au passage à l'échelle. Et croyez-nous, nous avons d'ores et déjà un certain nombre de demandes avec des partenariats croisés. J'ai oublié de le citer. Vous savez qu'il y a un objet qui s'appelle Medicrime, qui a été confié au Conseil de l'Europe et qui criminalise deux choses. Un, la commercialisation des produits, des organes humains. Deux, la criminalisation des produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés, c'est-à-dire des faux médicaments. Donc, et ce Medicrime a rejoint la Fondation Brazzaville sous le thème de l'initiative de Lomé de lutter contre la prolifération de ces faux médicaments. Et c'est ce vers quoi nous allons, avec ce que je vous ai annoncé préalablement, c'est la mise en place d'une chaire universitaire qui va former des Africains, assurer le transfert du savoir et du savoir-faire vers l'Afrique, mais aussi de la technique et de la technologie. Très bien. Merci beaucoup. Okay, we're coming to the end of the session now. I'll just take one more question at the back there, and then we'll finish. So if the microphone could be made available again, please. Hello. Entendez? Oui. Pierre Nadji, jusqu'à récemment à la Commission européenne, et j'étais un ex-Banque mondiale. Et je voudrais juste relever un point important pour le secteur santé, c'est l'utilisation des instruments financiers. Juste pour partager votre expérience, l'importance des garanties. J'ai moi-même fait des opérations de garantie, par exemple dans des pays en guerre comme la Bosnie, qui permet de faire venir le secteur privé pour mettre en place un centre de dialyse. La dialyse, c'est opération des reins et toutes ces choses-là. Les équipements médicaux. On parle de l'importance de la technologie, de la télémédecine. Il y a également les instruments financiers comme les crédits bail ou les opérations de sécurisation, opérations de marché de capitaux. Si il y a une bonne garantie, vous permet de trouver des financements et utiliser des équipements à des taux très bas. J'ai eu cette expérience quand je faisais ça avec MIGA au Brésil et je suis prêt à partager mon expérience là-dessus. Et finalement, pour revenir à Global Gateway, qui en français pourrait se dire portail mondial, il y a des programmes de garantie axés sur la santé. Avec la BEI, par exemple, il y a la plateforme de santé pour l'Afrique, Health Platform for Africa, qui est très active. Il y a également récemment un accord de garantie signé avec la Fondation Gates et la BEI, qui est axé notamment sur la production de vaccins dans le domaine local et qui donc a une focalisation sur l'Afrique. Donc je voulais juste partager ces éléments avec vous. Merci. Thank you very much indeed for that comment. I think that was a very suitable note to end on, because that's a very positive note, the fact that there is funding available. We've been talking about different ways of financing health and the way that works itself out in practice. A lot to do, but a lot to be hopeful about as well, I think. So I would just like to thank my panel members, Dr. Path, Professor Amugu and Dr. Bass for being with us this afternoon and giving us a good discussion on the future of health in Africa. Thank you very much, everybody.